Bonjour à tous. Voilà, je suis très heureux de partager avec vous la philosophie de l'Institut Carnot, Polynath. Donc, comme vous allez le découvrir à travers la vidéo qui va suivre, l'Institut Carnot Polynath est un institut qui regroupe 8 laboratoires grenoblois dans 2 centres techniques. Et notre but ou objectif est de travailler sur les biomatériaux innovants du futur. Alors c'est une expertise qui est très complémentaire et qui va de la chimie à la physique des matériaux et en s'appuyant sur les centres techniques dont on est très heureux qui font partie de cet institut. Ces 4 webinaires que vous allez, j'espère, apprécier. Vous allez découvrir un peu notre force de frappe au niveau national, voire international, sur le comment faire une recherche responsable en utilisant évidemment une chimie respectueuse de l'environnement pour enfin arriver à des matériaux qui sont innovants, du futur, et qui utilisent une approche responsable. Donc ces quatre webinaires, on les a sélectionnés en fonction de l'état d'avancement de nos travaux. Donc il s'agit dans un premier temps un webinaire sur les cols et additifs. Plus tard, le deuxième sera sur la valorisation des noix de Grenoble. Et un troisième qui sera sur les encres fonctionnelles biosourcées. Et enfin, ce sera au début de l'année 2022, ce sera sur le collage sans colle cette fois-ci. Donc c'est un institut qui a quand même aujourd'hui presque 10 ans. On a travaillé sans relâche avec une synergie, je dirais, très positive, avec une complémentarité exemplaire, et notre force aussi repose sur géographiquement, on est sur un rayon d'1 kilomètre. Donc c'est quand même une force assez impressionnante et on est tous très heureux de partager avec vous nos avancées sur ces thématiques qu'on a voulu sélectionner. J'espère qu'il y en aura d'autres les années à venir. Et voilà, je vous laisse découvrir une première fois notre vidéo qui décrit l'Institut Carnot. Et puis évidemment, il y aura les présentations des différents séminaires sur les sujets dont je viens de vous parler. Voilà, merci beaucoup. Bonne écoute, et puis on attend vos commentaires. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter à travers le mail qui devrait s'afficher en bas. Voilà, et si vous aimez, faites comme ça. Le Carnot Polynath accompagne les entreprises dans leur processus d'innovation vers l'éco-conception de matériaux biosourcés à haute valeur ajoutée. Polynath regroupe 8 centres de recherche implantés sur le campus universitaire de Grenoble. Leurs compétences complémentaires et leur proximité géographique permettent de développer ensemble des projets de recherche allant de la preuve de concept à l'échelle pilote. Les chercheurs de Polynath utilisent les ressources renouvelables issues de la biomasse. Ils en extraient les briques élémentaires, les fonctionnalisent et les assemblent pour concevoir des matériaux et dispositifs biosourcés multi-échelles innovants tels que des gels autoréparants pour régénérer les tissus du corps humain, des mousses biosourcées pour l'automobile ou l'isolation des bâtiments, des micro-nanoparticules pour protéger et guider un principe actif, des films nano-organisés pour l'électronique verte, les panneaux solaires, les OLED, des papiers connectés et ou barrières, eau, graisse, contaminants, gaz, des biopiles fonctionnant au sucre et à l'eau. Les matériaux obtenus trouvent des applications dans de nombreux secteurs industriels, comme ceux de la chimie, de la santé et des cosmétiques, des emballages et supports innovants, de la construction bois et ameublement et de l'énergie et des transports.
nous proposons des projets collaboratifs adaptés aux besoins des industriels, PME, TPE, grands groupes, en mettant à disposition les compétences scientifiques et équipements de nos centres de recherche. Le label Carnot vous garantit une gestion professionnelle de la relation. Confidentialité, politique de propriété intellectuelle et de transfert lisible et équilibré, prise en compte de contraintes réglementaires et technico-économiques à chaque étape de développement. N'attendons plus, créons ensemble les matériaux éco-responsables de demain. Je vais laisser maintenant la parole à Julie qui va introduire le webinaire. Bonjour à tous. Donc du coup, comme l'a évoqué tout à l'heure Stéphane, ce webinaire est donc le dernier du cycle de Polynath. Donc aujourd'hui, il va être question donc de parler des techniques d'impression qui sont devenues un moyen très prometteur donc de déposer des matériaux fonctionnels variés sur tout type de surface. Donc pour rendre un matériau fonctionnel imprimable, il faut donc formuler une encre. La question est donc la suivante, donc comment concilier le développement d'encre fonctionnelle et l'utilisation de matières premières biosourcées? C'est donc pourquoi je vais laisser la main à Anne Blayot, donc directrice du LGP2 depuis 2021 et enseignante-chercheuse chez Pagora LGP2, ainsi qu'à Aurore Denelin, donc maître de conférence chez Grenoble INP. Donc je vous laisse maintenant présenter les encres fonctionnelles biosourcées. Merci Julie pour cette introduction. Alors, je pense que je vais partager l'écran. Est-ce que c'est bon? Impeccable. D'accord. Tu restes pas là? Tu n'es pas obligé. Donc voilà, c'est un webinaire qu'on va présenter à 4 mains, puisque j'ai demandé à Aurore Denelin de m'accompagner sur cette thématique. Je vais commencer par dire quelques mots sur le LGP2 assez rapidement. Donc, le LGP2, c'est une unité mixte de recherche qui a pour tutelle Grenoble INP, le CNRS, l'UGA et un partenaire privé qui est l'AGFP. Une particularité de notre laboratoire, c'est d'avoir une relation très très forte avec l'école d'ingénieurs Grenoble INP Pagora. L'effectif du laboratoire aujourd'hui, c'est environ 70 personnes, dont 25 à 30 doctorants et post-doctorants. Une autre particularité du laboratoire, c'est qu'il est certifié qualité, sécurité, environnement. Et puis, et c'est notre raison d'être aujourd'hui, ce matin, on appartient donc à l'Institut Carnot Polynath, entre autres. Alors, les thématiques de recherche du laboratoire sont étudiées dans différentes équipes. Je vais juste présenter rapidement donc, ces thématiques via les 3 équipes de recherche. Donc, l'équipe de recherche, la première équipe BioChip qui est dirigée par Nathalie Marlin, c'est l'équipe dont la spécialité est la bioraffinerie et les écoprocédés. Les domaines d'expertise de cette équipe, ce sont les constituants de la biomasse lignocellulosique, depuis leur extraction, leur caractérisation et jusqu'à la transformation en bioproduits. Ensuite, l'équipe MatBio, qui est dirigée par Evelyne Moret, a pour spécialité les matériaux biosourcés et notamment les nanocelluloses et tous les produits issus de la biomasse et de la cellulose notamment, donc, mais aussi les procédés d'élaboration des polymères, de composites et de matériaux fibreux. On reparlera un petit peu bien sûr des nanocelluloses tout à l'heure. Et enfin, l'équipe Funprint. Funprint, c'est pour fonctionnalisation des surfaces par des procédés d'impression. Donc, Aurore et moi-même appartenons toutes les deux à cette équipe. Elle est dirigée par Davide Beneventi. Et dans cette équipe, on travaille sur la formulation, la caractérisation de fluides complexes, donc comme des encres par exemple, et les procédés d'impression pour des composants au système fonctionnel. Et puis, on travaille aussi sur les technologies de fabrication additive. Alors, ces 3 équipes de recherche ne sont pas cloisonnées parce que beaucoup de projets de recherche se déroulent en collaboration avec les différents chercheurs de ces 3 équipes. Donc, voilà pour donner en bref les grandes thématiques qui sont traitées au LGP2. Donc, on va attaquer maintenant vraiment notre sujet, qui est donc les encres fonctionnelles biosourcées. Et le plan de notre présentation est le suivant. Je vais d'abord présenter de manière générale ce qu'on entend par encre fonctionnelle et par impression fonctionnelle.
Ensuite, on parlera des matériaux biosourcés qui sont concernés. Et puis finalement, je passerai la parole à Aurore qui donnera plus de détails sur les encres fonctionnelles qui peuvent intégrer des matériaux biosourcés. Et elle s'appuiera pour cela sur des projets de recherche qui se sont développés au LGP2. Donc, première question peut-être de définition, qu'est-ce qu'on appelle une encre fonctionnelle? Alors, l'impression fonctionnelle, c'est par définition l'utilisation de procédés d'impression pour déposer des matériaux fonctionnels sur des surfaces très diverses et dans le contexte de très nombreuses applications. Alors, on pense d'abord évidemment à l'électronique imprimée, qui est peut-être la voie la plus développée dans ce domaine, mais on a énormément d'applications aussi dans le domaine de l'emballage, de la sécurité, de l'authentification, dans le domaine de la santé, etc. Et probablement encore des domaines qui vont apparaître dans le futur. Alors, la question est de quelle fonctionnalité parle-t-on? Alors, on parle de fonctionnalité non pas par opposition, mais en complément aux fonctionnalités traditionnelles de l'impression. L'impression, d'habitude, c'est l'impression graphique, donc on apporte de la couleur. Là, les fonctionnalités auxquelles on s'intéresse, c'est des fonctionnalités qui vont au-delà de l'aspect visuel des imprimés. Donc, les fonctionnalités en question, ce sera les propriétés électriques, par exemple. Donc, à ce moment-là, on aura besoin de matériaux fonctionnels conducteurs, diélectriques, semi-conducteurs. Ça peut être des propriétés de luminescence, donc photoluminescence, électroluminescence. Ça peut être de l'X-chromisme. Alors, le X-chromisme, il faut remplacer X par photo, thermo, électro. Et donc là, on aura besoin de matériaux qui possèdent ces propriétés, photochrome, thermochrome, électrochrome. Et puis, ça peut être aussi d'autres fonctionnalités, comme la sensibilité vis-à-vis d'un gaz, vis-à-vis d'un polluant, et plus généralement aussi des fonctionnalités qui vont consister à modifier les propriétés de surface, par exemple, rendre une surface hydrophobe ou plus ou moins hydrophile ou hydrophobe. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de développements sont faits dans le contexte de l'électronique imprimée. Donc là, c'est une diapo qui montre en particulier des applications dans l'électronique imprimée. Et il n'est pas rare de classer ces applications en deux grandes catégories. Donc, soit on parle de l'intelligence imprimée, et là, on va voir les développements de capteurs, tout ce qui concerne l'identification, l'authentification, la RFID par exemple, de l'affichage, de l'éclairage et des circuits, des connexions de toutes sortes. Et puis, sinon, l'autre catégorie, c'est la gestion de l'énergie, et donc notamment la fabrication de batteries, de piles à combustible, de cellules photovoltaïques, etc. Alors, dans tous ces exemples-là, qui sont pour certains donc, en très grand développement, mais dans tous ces exemples, on a besoin d'encre fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a besoin de connaître et de développer et de formuler des encres possédant ces différentes fonctionnalités dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pardonnez-moi, je suis revenue. Voilà. Donc, finalement, à partir des matériaux qu'on a déjà présentés tout à l'heure, maintenant, l'idée, c'est de les rendre imprimables. Et rendre un matériau fonctionnel imprimable, c'est donc formuler une encre dite fonctionnelle. Alors, si on connaît bien les encres graphiques, finalement, une encre fonctionnelle peut être considérée plus ou moins comme une encre d'impression graphique, mais qui possède des propriétés particulières. Et les fonctionnalités dont on a parlé tout à l'heure, ça sera par exemple la conductivité. Et donc, sur ce schéma, vous voyez, sur cette photo, vous voyez comment on passe finalement des encres colorées vers une encre, par exemple, conductrice. Ici, là, c'est un exemple d'une encre à base de particules d'argent. Mais derrière, on va utiliser bien sûr les procédés d'impression. Naturellement, les contraintes et le cahier des charges pour ces encres fonctionnelles va être assez différent, enfin plus étendu en tout cas que pour les encres graphiques. On aura un certain nombre de contraintes. Alors déjà, le choix de la technique d'impression va être une première ligne dans le cahier des charges. Et on va s'intéresser donc de près aux propriétés rhéologiques et aux propriétés physico-chimiques. Le choix du support va imposer aussi un certain nombre de propriétés pour l'encre, et notamment toutes les caractéristiques de mouillabilité, les caractéristiques de séchage, d'adhésion.
Puis enfin, on aura des nouveaux critères de qualité à mettre en œuvre et à mesurer. Par exemple, les mesures de propriété électrique, chose qu'évidemment, en impression graphique, on n'a pas coutume de faire. Donc, on va définir des nouveaux critères de qualité pour ces impressions fonctionnelles. Alors, on a l'habitude au laboratoire, et je pense qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs, à travailler à l'aide de ce triptyque qui montre comment les différents points sont très imbriqués les uns dans les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas formuler une encre fonctionnelle sans tenir compte du support, tenir compte du procédé. On va éventuellement être amené à modifier le procédé, on va être amené à travailler sur certaines propriétés de l'encre pour l'adapter au support, etc. Et donc, sur ce triptyque, qu'on reverra un petit peu par la suite, parce qu'il sous-tend un certain nombre de nos recherches, mais on voit que, par exemple, pour adapter une encre à un procédé, il va falloir s'intéresser de près à ses propriétés rhéologiques, donc viscosité en écoulement, propriétés viscoélastiques, ses propriétés physico-chimiques, et notamment sa tension superficielle, mais aussi, bien sûr, la stabilité colloïdale de l'encre. Quand on veut adapter l'encre au support, bien sûr, on va travailler sur les propriétés physico-chimiques, et notamment la comparaison des caractéristiques tension superficielle versus énergie de surface du support. On va s'intéresser à l'état de surface du support, bien sûr, et tout ce qui va permettre un séchage correct et une adhésion correcte. Et puis enfin, donc là, ce n'est pas du côté de l'encre, mais c'est aussi des choses qui vont devoir être optimisées, c'est les propriétés mécaniques et thermiques des supports. Alors, juste pour rappeler, parce que c'est quand même toujours intéressant de rappeler pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser les procédés d'impression par rapport aux techniques classiques de fabrication, par exemple en microélectronique, parce qu'on fait souvent cette comparaison. Alors d'abord, les procédés d'impression permettent de produire à faible coût sur des grandes surfaces et donc avoir un haut volume de production. C'est aussi des technologies qui vont permettre de reproduire des motifs très fins. Alors, on pourra avoir une discussion sur la résolution, mais dans beaucoup de cas, la finesse qu'on peut obtenir est très suffisante. Un imprimeur est capable généralement aussi de superposer des couches d'encre. Donc là, on va retrouver aussi cette capacité des procédés d'impression à déposer plusieurs couches d'encre fonctionnelle. Et puis, ce qui est très intéressant dans ce contexte, c'est qu'on a un grand choix de différentes technologies. La sérigraphie, le jet d'encre, la flexographie, l'héliogravure. Et puis, on va rajouter à ces techniques les techniques d'induction classiques aussi, et pourquoi pas aussi l'impression 3D. Alors, aujourd'hui, les techniques les plus représentées dans ces domaines d'impression fonctionnelle sont la sérigraphie, qui est représentée schématiquement en dessous, et le jet d'encre, qui est représenté ici. La flexographie est aussi utilisée, elle est représentée là. Alors, un autre atout de l'impression, enfin des procédés d'impression, c'est qu'au-delà des différentes technologies possibles, on a donc aussi une grande diversité des encres possibles. Donc, les matériaux fonctionnels qu'on va vouloir introduire, on va pouvoir les introduire dans des encres qui pourront avoir des propriétés très variables. On peut imprimer différents types de supports, flexibles ou rigides, fournis en feuille ou en bobine. Donc, ça, c'est aussi une souplesse de production qui est très intéressante. Et puis, last but not least, on peut combiner différents procédés d'impression en ligne, donc ce qui donne aussi une assez grande souplesse dans les processus de fabrication. Alors, juste pour mémoire, un tableau qui est certainement un tableau d'ordre de grandeur, qu'il ne faut pas prendre comme quelque chose de gravé dans le marbre, mais c'est quand même intéressant de regarder que ces différents procédés d'impression nous permettent d'abord de déposer des épaisseurs de film d'encre qui peuvent être très variables, puisqu'on va avoir des choses qui sont de l'ordre du micron pour le jet d'encre, par exemple, jusqu'à plusieurs dizaines de microns avec la sérigraphie, que les résolutions sont aussi variables suivant le procédé choisi, que les viscosités des encres fonctionnelles en question qui vont être imprimées peuvent être aussi très variables. Donc, suivant qu'on a affaire à une encre très liquide ou bien une pâte, mais on va travailler avec tel ou tel procédé. Mais on a quand même des situations très, très différentes, suivant qu'on est en jet d'encre, où on parle de quelques millipascales secondes, et en sérigraphie, on est à plusieurs pascales secondes. Donc, des situations vraiment très différentes. Et puis, la vitesse, évidemment, là, c'est un critère qui peut être aussi intéressant à examiner.
Alors, on va rajouter à ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les techniques d'induction qui peuvent être aussi combinées avec les procédés d'impression. Alors, il faut quand même savoir que les procédés d'impression n'ont pas pour vocation à remplacer toutes les techniques habituelles de fabrication, notamment dans la microélectronique, mais que sur tous les critères que j'ai précédemment cités, ces procédés d'impression vont être quand même extrêmement intéressants. Et d'ailleurs, la situation aujourd'hui industrielle de ces secteurs est extrêmement florissante. Enfin, ça se développe très, très vite. Donc voilà pour quelques généralités sur l'impression fonctionnelle et la définition de ce qu'on va appeler une encre fonctionnelle. Alors, dans ces encres fonctionnelles, en fait, on a vu qu'on avait un certain nombre de matériaux, et notamment des matériaux qui possèdent des propriétés électriques ou photoluminescentes, etc. Donc, c'est quand même une gageure maintenant d'essayer de formuler ces encres avec aussi des matériaux biosourcés. Donc, c'est l'objet du paragraphe suivant, enfin du chapitre suivant, et notamment la question qui va se poser, c'est quels matériaux biosourcés on va pouvoir utiliser. Alors, étant donné le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, on va d'abord parler beaucoup des nanocelluloses. Alors, les nanocelluloses, c'est un matériau de choix dans la formulation des encres fonctionnelles, et ça a fait l'objet de nombreux travaux qui ont été réalisés au LGP2, et à Polynath, c'est aussi des matériaux qu'on connaît très, très bien naturellement. Donc, pour faire simple, hein, dans les matériaux de nanocellulose, on va avoir soit des nanofibrilles de cellulose, donc, qui sont obtenus par traitement mécanique des fibres de cellulose, soit des nanocristaux de cellulose. Et dans le contexte de l'impression fonctionnelle, on va pouvoir utiliser ces objets, ces matériaux, soit dans le support, donc, ce qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est quand même un développement très intéressant dans le domaine de l'impression fonctionnelle. Donc, soit dans le support, soit dans les encres. Et là, je ne vais pas dévoiler les sujets qui vont suivre, mais c'est vrai que les nanocelluloses pourront être utilisées dans les encres avec des rôles très différents. Et ce, pour des applications qui sont notées ici, les OLED, les batteries, les cellules photovoltaïques et tout un tas d'autres composants électroniques. Alors, la diapo suivante détaille un petit peu le mode d'obtention des nanocelluloses. Donc, on part de la cellulose issue de la biomasse. Donc, on part des fibres de cellulose. Et soit par traitement mécanique, soit par traitement chimique, on va obtenir, donc, dans le premier cas, des microfibrilles de cellulose avec des dimensions d'une longueur qui est un peu plus grande qu'un micron et des diamètres de 3 à 100 nanomètres. Mises en suspension, elles peuvent donner quelque chose comme des gels qui sont présentés sur cette image. Et puis après traitement chimique des fibres de cellulose, on va obtenir cette fois des objets qui sont très différents, puisque ce sont des petits bâtonnets rigides de nanocristaux de cellulose qui ont des dimensions aussi nanométriques, hein, donc des longueurs de 150 à 500 nanomètres pour des diamètres de 5 à 50 nanomètres. Alors, sur la slide suivante, on voit une comparaison des tailles de ces différents objets. Donc, on partait de la fibre de bois, la fibre de cellulose, pardon, classique. Donc, on est dans l'ordre du millimètre. Et on va aller vers les microns et les nanomètres pour nos objets, donc nanofibrilles de cellulose ou nanocristaux de cellulose. Et ce que je trouve intéressant sur cette diapo, c'est qu'on compare donc ces tailles à des particules qu'on va trouver typiquement dans les encres fonctionnelles, et notamment donc, des nanoparticules d'argent, par exemple, ou nanoparticules métalliques, des nanotubes de carbone ou des polymères conducteurs, et puis des nanofils métalliques ou des particules sous forme de flocons métalliques, donc qui sont de l'ordre du micron. Donc, ça permet de nous situer par rapport aux tailles des objets qui vont se trouver typiquement dans les encres fonctionnelles. Alors, les applications sont assez nombreuses, hein, des nanocelluloses. On ne va pas les détailler toutes ici. Et en fait, on va en détailler quelques-unes dans la suite et dans ce que va présenter Aurore. Simplement, c'est intéressant de voir qu'on va toucher ici vraiment beaucoup de domaines, hein, du packaging, du papier, de la sécurité, de l'électronique, la microélectronique, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais ça sera détaillé un peu plus loin. Là, je voudrais faire un petit pas de côté par rapport aux
aux matériaux donc, de nanocellulose pour signaler aussi que dans le domaine des encres, des encres fonctionnelles, alors excusez-moi, j'ai du mal à faire passer la diapositive suivante, et j'en ai passé 2 d'un coup, voilà, 3 même. On peut aussi s'intéresser, même si ce n'est pas l'objet de notre présentation aujourd'hui, mais à d'autres matériaux biosourcés qui sont potentiellement utilisés donc, dans les encres fonctionnelles. Et là, je voudrais parler très rapidement des carbone nanodots. Les carbone nanodots ont été appelés ainsi par analogie aux quantum dots, les boîtes quantiques, qui sont des semi-conducteurs généralement d'origine inorganique. Alors, les carbone nanodots ont été découverts accidentellement en 2004 pendant la synthèse des nanotubes de carbone. Et on s'est aperçu que ces nanodots, enfin ces nanoparticules de carbone, possèdent des propriétés fluorescentes. Donc, potentiellement, ils peuvent remplacer, ils peuvent substituer des quantum dots qui sont, eux, d'origine inorganique. Sachant que ces carbone nanodots sont préparés à partir de la carbonisation de précurseurs organiques qui sont riches en carbone. Et par exemple, la lignine, la biomasse végétale et les déchets agricoles. Donc, ces carbone nanodots, finalement, peuvent être considérés aussi comme des matériaux biosourcés. Alors, ils présentent beaucoup d'intérêt par rapport aux quantum dots. Ils sont biocompatibles, de faible toxicité, stables chimiquement, relativement faciles à disperser dans l'eau, et ils possèdent des propriétés de fluorescence intenses et adaptables. C'est-à-dire qu'on peut faire du tuning de la fluorescence. Donc, c'est une question aujourd'hui qui est à l'étude. Ils peuvent, pour certaines applications, remplacer des quantum dots et puis, pourquoi pas, des colorants traditionnels fluorescents. Alors, je vais passer très vite là-dessus. Là, c'est juste quelques ressources bibliographiques dans lesquelles on voit que ces carbone dots sont fabriqués à partir de biomasse végétale notamment. Donc, on voit la cellulose, des lignines, des vieux papiers, avec donc des propriétés de fluorescence qui sont adaptables suivant la manière de préparer ces carbone nanodots. Et puis, je voulais faire une deuxième remarque qui est aussi un petit peu hors du champ, mais quand même, il ne faut pas oublier que des matériaux biosourcés sont aussi déjà utilisés dans les encres graphiques. Alors, ce n'est pas la fonctionnalité qui nous intéresse aujourd'hui, mais il faut quand même rappeler que les encres végétales sont depuis toujours en fait, utilisées dans des encres graphiques, et notamment aujourd'hui dans les encres pour le procédé offset. On utilise beaucoup d'huile végétale et de dérivés d'huile végétale. Alors, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui est à nouveau vraiment sur la sellette aujourd'hui, et notamment dans des projets qu'on met en place dans le laboratoire actuellement. Puis, il y a des projets un peu plus anciens qu'on a traités au LGP2, qui étaient la modification d'huile végétale pour l'utilisation dans des encres et des vernis photopolymérisables. Donc, c'était une thèse avec l'ADEME. Et puis, on peut aussi modifier des lignines issues de la fabrication des pâtes lignocellulosiques pour les incorporer, notamment dans les véhicules d'encre. C'était une thèse CIFRE qui avait été réalisée au laboratoire avec la société Sigver. Voilà, donc ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, puisque maintenant on va revenir sur les nanocelluloses, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que dans les encres classiques, on a aussi un certain nombre de matériaux biosourcés, et on essaye de plus en plus de travailler sur l'enrichissement de ces encres par les matériaux biosourcés. Donc maintenant, on va revenir dans notre sujet encre fonctionnelle, et plus particulièrement donc avec les matériaux biosourcés. Et donc, je vais laisser la parole à Aurore qui va détailler plusieurs projets de recherche. Vas-y, je prends la place de Anne du coup. Donc Anne, en fait, elle m'a sollicité spécifiquement pour présenter certains projets de recherche qui ont été menés au LGP2 et qui tous implémentent des nanocelluloses. Alors pour des applications différentes. Donc, j'ai sélectionné de mon côté 3 projets qui implémentent tous des nanocelluloses, mais qui vont viser pour le premier le développement d'électrodes transparentes. Pour le deuxième projet, cette fois, on va s'intéresser au développement de dispositifs radiofréquences et notamment au développement d'antennes. Et le dernier projet, lui, est un peu différent. Il est dans le cadre, on va dire, du packaging intelligent et actif. Et là, je vais présenter des travaux qui s'intéressent au développement de surfaces antimicrobiennes.
Donc, le premier projet dont je vais vous parler visait du coup la production d'électrodes transparentes. Alors, la doctorante qui a mené ces travaux s'appelait Fanny Wang et c'était dans le cadre voilà, d'une collaboration CIFRE avec l'entreprise Poly Inc. J'ai collaboré aussi avec Julien Bras sur ce projet. Donc, avant d'aborder, on va dire, les aspects matériaux, je vais vous resituer un petit peu le contexte de ce projet et notamment pourquoi on a besoin de couches qui vont être à la fois conductrices et qui vont laisser passer la lumière. Donc, en fait, dans le domaine de l'optoélectronique, on a pas mal d'applications qui vont avoir ce besoin particulier. Je pense notamment, là, vous avez des exemples devant les yeux, hein, mais les cellules photovoltaïques, tout ce qui va être écran, les OLED, ou même les chauffages transparents. Là, il faut penser, par exemple, si on veut dégivrer des pare-brises d'avion ou des visières de moto, on a besoin de garder le champ de vision. Donc, pour toutes ces applications, on a besoin de couches qui vont à la fois laisser passer la lumière et aussi être des conducteurs électriques. Donc, il y a des matériaux qui existent, bien sûr, pour répondre à ces fonctions et remplir ces cahiers des charges. Le matériau le plus utilisé aujourd'hui sont les oxydes, notamment le plus connu, c'est l'indium tin oxide, qui est un matériau qui a des performances très intéressantes et qui répond à la plupart des cahiers des charges. Mais il possède quand même certains inconvénients. C'est un matériau relativement peu flexible, géolocalisé avec un prix qui peut fluctuer, notamment par rapport à l'indium. Donc, ça fait pas mal d'années maintenant qu'on cherche des alternatives, des substituts à l'ITO. Donc, pas mal de matériaux ont été identifiés, hein, vous les avez sous les yeux, comme les nanotubes de carbone, le graphène, les nanowires métalliques ou les polymères conducteurs, par exemple. Et nous, dans ce projet, on a identifié en fait les nanowires métalliques comme présentant vraiment le ratio le plus intéressant en termes de conduction électrique et de transparence. Donc, on a décidé de travailler avec ce matériau-là. Donc, c'est un matériau qu'on peut acheter commercialement. On peut acheter des suspensions de nanowires métalliques. On les reçoit dans différents solvants. Ça peut être de l'isopropanol, de l'eau. La problématique, c'est que ces suspensions ne sont pas stables. Donc, les nanowires sédimentent et donc, on est loin d'être dans le cadre d'une formulation d'encre compatible avec des procédés soit d'induction, soit d'impression. Donc, à ce moment-là, on a décidé d'utiliser les nanocelluloses pour disperser nos nanowires et pour aussi garder la transparence du système. Donc, en fait, il était important de rajouter des additifs qui allaient permettre de conserver la transparence. Après, à ce moment-là, on ne savait pas réellement comment ça allait impacter les propriétés de conduction électrique, etc. Donc, on a fait des formulations. Donc, on a travaillé au tout début avec différents types de nanocellulose, des nanocristaux, des nanofibrilles oxydés tempo qui possèdent plus de charge carboxylique sur leur surface. Et ce qui est intéressant de voir, c'est sur le graphe central ici, c'est qu'au final, on a réussi à obtenir une suspension stabilisée dans le temps uniquement avec l'utilisation de nanofibrilles de cellulose tempo. Donc, c'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, on a plus de recul. Hein. C'est des suspensions qui sont vraiment stables sur la longue durée, hein, sur beaucoup plus que 20 jours. Donc, on s'est beaucoup intéressé aux mécanismes de stabilisation qui pouvaient interagir justement et permettre cette stabilisation des nanowires. Donc, sur la gauche ici, vous pouvez voir des illustrations des réseaux à l'échelle nanométrique, on va dire. Donc, les gros bâtonnets, ce sont les nanowires d'argent métallique. Et ce que vous pouvez voir autour de ces nanowires, ce sont un peu les nanocelluloses qui forment vraiment un réseau enchevêtré. D'accord. Donc, sur la droite, vous avez la formulation de l'encre. Donc, vous voyez, là, le mélange donne une suspension un peu grisâtre. Mais quand on le dépose en couche fine, on obtient des films vraiment transparents. Donc, au niveau des mécanismes de stabilisation, on a d'abord cherché aussi s'il pouvait y avoir des interactions chimiques entre nos différents matériaux, puisque les nanowires, dans leur synthèse, voilà, vont avoir une couche de polyvinylpyrrolidone qui les entoure. Donc, on a essayé d'explorer pour voir s'il y avait des interactions chimiques. Cette voie n'a pas donné de réponse
sur la stabilisation. Donc, notre hypothèse, c'est vraiment que le mécanisme de la stabilisation repose sur l'imbrication de deux réseaux hybrides. Donc, le réseau de nanowire est soutenu par le réseau de nanocellulose. Et ça fonctionne uniquement avec les nanocelluloses tempo parce que le réseau est encore plus homogène que si on utilise des nanocelluloses classiques qui forment un réseau plus hétérogène. Donc, ça a vraiment été une découverte intéressante dans notre cas. Et une fois passé cette étape, pardon, j'ai sauté un slide. Une fois passé cette étape, on a formulé des encres pour l'induction et aussi pour le procédé sérigraphie. Donc là, à chaque fois, on a eu des étapes d'optimisation. On a du coup travaillé sur la composition de l'encre, les concentrations de chaque constituant, et aussi on a travaillé sur l'optimisation de la rhéologie pour que les propriétés d'écoulement des fluides soient compatibles avec les procédés que l'on souhaitait utiliser. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on a obtenu des propriétés optoélectroniques, donc des résistances électriques et des niveaux de transmission à la lumière qui étaient compétitives avec l'ITO, donc le matériau le plus implémenté aujourd'hui pour faire les électrodes transparentes. Ce projet nous a vraiment permis de mettre en évidence l'intérêt des nanocelluloses pour formuler des encres fonctionnelles, puisque là, vous avez les 5 rôles majeurs que la nanocellulose joue dans notre encre. En gros, la nanocellulose permet de garder la transparence de nos systèmes quand on les dépose en couche mince. Ça nous permet d'adapter la rhéologie au procédé de dépôt. Alors, je n'ai pas présenté tous les résultats, mais ça nous permet aussi d'améliorer l'adhésion de nos films sur le substrat imprimé, de disperser nos particules dans l'encre. Et ça joue aussi le rôle de couche protectrice, puisqu'on a comparé des électrodes où il n'y avait que des nanowires et des électrodes avec nanocellulose. Et nos électrodes vieillissaient, entre guillemets, mieux dans le temps, puisque les propriétés ne se dégradaient pas ou peu. Dans le même projet, en fait, on a décidé d'essayer de tirer profit aussi de la surface des nanocelluloses. En fait, les nanocelluloses sont un peu des plateformes chimiques. On peut envisager de les customiser, de greffer pas mal de fonctions à leur surface. Et on a imaginé utiliser cette fois les nanocristaux, donc les plus petites nanocelluloses, on va dire, sous forme de bâtonnets rigides. On a essayé de faire croître à leur surface des nanoparticules d'argent. L'idée, c'était potentiellement d'optimiser du coup cette réaction chimique pour recouvrir toute la surface des nanocelluloses et pourquoi pas mimer en gros la structure d'un nanowire métallique. Donc, on a optimisé tous les paramètres de cette réaction, mais on n'a jamais réussi en fait, à recouvrir totalement toute la surface des nanocristaux. Mais on a eu un effet très positif tout de même, c'est que en fait, ça nous a permis de conférer aux nanoparticules une pseudo-organisation dans le réseau. Et lorsqu'on imprimait cette encre, en fait, on obtenait un taux de percolation, c'est-à-dire la concentration au-dessus duquel toutes les particules vont pouvoir se toucher pour pouvoir faire passer le courant à des concentrations beaucoup plus faibles que si on utilisait uniquement des nanoparticules d'argent en suspension. Donc là, on a eu des encres conductrices avec 3% d'argent en masse, alors qu'une encre conductrice, on va dire conventionnelle à base de nanoparticules d'argent, on va plutôt tourner autour de 20%, 30% en masse dans la suspension. Donc là, c'était intéressant puisque ça nous permettait, entre guillemets, d'organiser nos nanoparticules sur le film imprimé. Donc ça, c'était le premier projet pour viser le développement d'électrodes transparentes. Maintenant, on a travaillé plus récemment, donc le projet a été soutenu en janvier 2022, donc très récemment. Et là, on a visé le développement d'applications RF. Alors, comme tout à l'heure, je vais faire une petite introduction pour resituer un petit peu le contexte. Donc, c'est un projet qu'on a mené en partenariat avec un laboratoire qui s'appelle l'IMEPLAC, qui est basé aussi sur Grenoble et qui
possèdent, on va dire, l'expertise radiofréquence. Donc, ils nous ont beaucoup aidés pour comprendre quelles étaient les caractéristiques de sortie attendues pour avoir des systèmes qui étaient fonctionnels. Et donc, au niveau des dispositifs radiofréquences, pourquoi on est parti sur ce sujet-là? C'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de grands domaines d'application. On parle de l'Internet des objets, du secteur de la communication, des bâtiments intelligents ou du domaine de la sécurité. Donc, il y a beaucoup d'applications présentes autour de nous, que ce soit dans le domaine industriel ou dans le domaine, on va dire, plus personnel. Mais il y a toujours une demande très forte pour essayer d'intégrer de manière plus discrète ces éléments dans les objets de la vie de tous les jours et pour l'utilisateur final. Donc, la transparence serait un atout majeur pour intégrer ces dispositifs. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers cette thématique-là. Et au tout début du projet, donc, on a essayé de définir quel était le cahier des charges pour nos encres. Et on s'est vite rendu compte que le cahier des charges était quand même plus robuste que pour les électrodes transparentes, puisqu'il fallait une conduction électrique nettement plus élevée. Donc, on avait ciblé qu'il fallait descendre autour d'un ohm par square, alors que pour les électrodes transparentes, on était plutôt vers la vingtaine ou la trentaine d'ohms par square. Donc, ça faisait quand même une vraie marche à monter. Et aujourd'hui, on ne trouvait pas d'encre commerciale qui répondait au final à nos critères. Donc, on a continué, pour atteindre cet objectif ambitieux, on a continué de travailler sur nos systèmes à base de nanocellulose et de nanowire d'argent. Mais on a beaucoup travaillé pour essayer d'optimiser les réseaux pour obtenir une conduction électrique plus importante. Et en parallèle, on a aussi travaillé sur le design des antennes, puisque pour faire des éléments discrets, on a essayé de travailler sur des motifs qui étaient ouverts, donc des mailles en fait, pour en gros déposer moins d'encre sur nos substrats et permettre d'avoir une ligne de vue ou pouvoir optimiser, on va dire, la transparence ou l'invisibilité de nos systèmes. Donc là, vous voyez quelques résultats. Donc, le résultat, l'image peut-être la plus intéressante, c'est celle qui est en haut à gauche, puisque vous voyez une antenne imprimée avec une encre argent à base de nanoparticules classique. Donc, c'est une encre opaque. Donc là, vous voyez l'antenne posée sur une fenêtre. Et sur la photo de droite, c'est l'encre transparente que nous avons développée. Donc, c'est toujours difficile de mettre en avant quelque chose qui ne se voit pas sur des photos, mais sur la photo juste en dessous, là, vous pouvez deviner un peu, on a quand même une petite différence de couleur, donc vous pouvez deviner l'antenne qui est transparente, mais qui est déposée ici. Donc ces antennes, on a travaillé sur différents designs d'antennes, elles sont fonctionnelles et on a réussi du coup à obtenir un couple transparence-conductivité qui était compatible avec le cahier des charges des antennes. Alors sur la formulation et cette partie-là, j'en dirai pas beaucoup plus puisqu'on a déposé un brevet qui est en cours d'examination auprès de l'INPI. Mais voilà, c'est une encre qui se dépose par le procédé sérigraphie. Donc vous avez des illustrations ici sur la droite. Le fait de travailler en RF nous impose de travailler avec des procédés d'impression puisqu'on a besoin d'un motif. Donc, on a besoin d'avoir des zones qui sont couvertes par l'encre et des zones qui ne sont pas couvertes par l'encre. Donc, c'était le procédé, on va dire, le plus intéressant pour nous puisque en radiofréquence, l'épaisseur de couche est aussi un point important et la sérigraphie est le procédé qui nous permet de déposer les couches les plus épaisses. Il y a la vidéo qui tourne. Je vais la laisser tourner. Donc là, vous voyez la racle qui va forcer l'encre qui a des propriétés rhéofluidifiantes à travers un masque qui a des zones ouvertes et des zones fermées. Donc là, l'encre est passée à travers les zones jaunes et du coup, le substrat qui est positionné en dessous du cadre réceptionne l'encre. D'accord ? Du coup, au niveau des antennes, là, j'ai laissé ce slide-là pour vous montrer que les procédés d'impression nous permettent en fait de travailler sur des designs très différents. Du coup, on peut vraiment imaginer tout type de design. Donc là, on a eu toute une partie du projet qui était dédiée à
l'étude de l'impact de la géométrie de l'antenne, donc en faisant des motifs ajourés sur les performances de l'antenne. Donc, pour conclure sur cette partie, donc, nos travaux qui sont prometteurs, au final, on va continuer de travailler sur ce sujet-là, puisque, alors, je pense que c'est la semaine prochaine, on démarre un programme de maturation avec la SATT de la région, donc l'INSIOM, pour essayer de valoriser du coup ces développements, soit à travers des licences, etc. Enfin, on voudrait que cette technologie puisse rencontrer des applications concrètes. Et donc, le projet s'appelle Vinky. Le dernier projet que je vais aborder et qui implémente du coup des nanocelluloses, cette fois, c'est plus pour l'électronique imprimée, mais c'est un projet qui s'inscrit dans le... C'est un projet qui s'inscrit dans le domaine plutôt du packaging actif et intelligent. Donc là, c'était une collaboration qu'on a fait avec un laboratoire étranger qui se situe à Sancy, au Pays de Galles, qui est également spécialisé dans les procédés d'impression. Et sur cette thématique-là, donc, on a cherché à développer des surfaces antimicrobiennes. En fait, dans le monde de l'emballage actif et intelligent, il y a beaucoup de recherches qui sont menées pour essayer de proposer des solutions pour réduire, on va dire, le gaspillage, pour optimiser la durée de vie des aliments. Donc là, sur le slide qui est affiché à l'écran, vous pouvez voir certains items sur lesquels beaucoup de développements se font justement pour atteindre ces objectifs de limiter le gaspillage et rallonger la durée de vie des aliments. Donc nous, on a travaillé sur cette thématique avec deux aspects différents. Je vais vous présenter uniquement le premier. Donc, on a travaillé sur le développement d'une surface antimicrobienne pour limiter la prolifération des bactéries. Et en parallèle, on a aussi travaillé sur le développement d'un capteur de gaz, mais je ne vous présenterai pas ces travaux-là ce matin. Du coup, sur la partie antimicrobienne, on a au final essayé de transposer nos systèmes à base de nanocellulose et de nanowire qui étaient utilisés pour la conduction électrique. On s'est intéressé cette fois aux propriétés antimicrobiennes de l'argent. Donc, les nanoparticules d'argent sont clairement identifiées aujourd'hui comme très intéressantes pour conférer des propriétés antimicrobiennes. Un des soucis quand on développe des systèmes à base de nanoparticules sphériques, c'est qu'elles peuvent être larguées aussi, entre guillemets, dans la nature et ça peut poser des problèmes de toxicité ou de résistance face à ces mécanismes-là. Donc, on cherche des solutions pour éviter le relargage de ces nanoparticules dans la nature. Utiliser des nanowires métalliques. Donc, dans la littérature, on n'avait pas forcément trouvé grand-chose en lien avec l'antimicrobien, mais on s'est dit que c'était des particules nanométriques d'argent et qu'en plus, si on les engluait avec de la nanocellulose, peut-être qu'on allait pouvoir stopper justement les problèmes de relargage. Donc là, les enjeux étaient sur deux niveaux. Il fallait prouver qu'on avait bien une activité antimicrobienne avec les nanowires d'argent et dans un deuxième temps, prouver que les nanocelluloses n'allaient pas masquer en fait, l'effet antimicrobien attendu. Donc, on a démarré nos développements d'abord sur de l'induction, puisqu'on va dire que c'est un procédé relativement simple à mettre en œuvre. Donc, on a réalisé différentes couches que vous pouvez voir illustrées sur le graphe ici. Donc, plus on va vers la droite, plus la couche est épaisse et du coup, plus on va perdre en transparence de notre système. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, donc selon des protocoles bien établis dans le monde de la microbiologie, on a quantifié l'activité antimicrobienne de nos systèmes. Donc, comment il faut lire ce graphe, Donc, en fait, sur nos systèmes, on vient déposer, on va dire, une concentration connue de bactéries. Donc là, c'était Escherichia coli et Staphylococcus aureus, donc gramme plus, gramme moins.
Et on a déposé du coup une concentration connue de ces bactéries sur nos systèmes. On a fait incuber ça 24 heures et ensuite, par une procédure de comptage, on a compté les colonies de bactéries. Donc, donc, la ligne centrale représente la concentration inoculée, on va dire, au démarrage. Et si la barre, l'histogramme monte, c'est qu'on n'a pas d'effet antimicrobien et on a prolifération des bactéries. Si la barre reste au centre, c'est qu'on a un effet bactériostatique. Et si la barre diminue, c'est qu'on a bien un effet antimicrobien. Et si cette barre diminue fortement, de plus de 4 logarithmes, on peut considérer qu'on a éliminé la quasi-totalité des bactéries. Donc, nos systèmes à base de nanocellulose et de nanowire se sont montrés effectifs sur les 2 bactéries, donc à partir de films qui mesuraient 350 nanomètres d'épaisseur. Donc, ce qui était très intéressant, puisque du coup, l'induction était très fine. On pouvait le faire par des procédés relativement simples sur des grandes surfaces. On avait une quantité d'argent très faible dans notre système. On gardait de la transparence. Et on a vérifié aussi, on n'a observé aucun relargage de nanowire à travers notre système. Par ailleurs, les nanocelluloses nous permettaient aussi d'améliorer les propriétés barrières, notamment à l'oxygène ou aux vapeurs d'eau. Donc, pour l'emballage, c'était aussi des propriétés intéressantes. Une fois qu'on a eu cette preuve de concept, on a essayé de faire des essais un peu de scale-up. Donc, on a eu une collaboration avec une université en Finlande qui nous a permis de fabriquer ces films en roll-to-roll. Donc, on a vérifié que ces films étaient toujours bien actifs en termes d'activité antimicrobienne. Et donc, ces résultats étaient très prometteurs. Et dans un deuxième temps, on a travaillé sur la formulation d'une encre, mais cette fois pour la sérigraphie, afin de déposer des motifs localisés. L'idée, c'était de fonctionnaliser uniquement les zones à risque, par exemple, d'un emballage. Donc, par exemple, autour de l'opercule d'ouverture ou sur les zones qui sont manipulées, par exemple. Et là, c'est posé certaines questions, puisqu'on a dû rajouter des additifs, notamment de l'HPMC, pour réussir à imprimer notre encre par sérigraphie. Et à chaque fois qu'on rajoute un additif, la question se pose, est-ce que cet additif va venir masquer nos propriétés fonctionnelles ou non? Donc là, en l'occurrence, on a une légère baisse des activités antimicrobiennes, mais elles étaient toujours présentes avec une différence assez marquée, voilà, supérieure à 99%. Donc, ça reste relativement efficace. Donc, voilà pour le focus sur l'utilisation des nanocelluloses dans les encres fonctionnelles. Avant de repasser la parole à Anne pour conclure, je voulais faire une ouverture aussi vers les procédés d'impression 3D. Donc, au laboratoire LGP2, on travaille depuis quelques années maintenant sur les procédés d'impression 3D et aussi sur les procédés pour fonctionnaliser des objets qui seraient déjà en 3 dimensions. Donc là, vous avez des slides très rapides qui vous illustrent quelques projets. Donc, par exemple, on a travaillé sur la formulation de matériaux compatibles pour l'impression 3D par extrusion. Et donc, on a travaillé sur des formulations uniquement à base de matériaux cellulosiques. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un matériau qui permet d'imprimer la structure d'objets 3D. Et donc, on s'est comparé, par exemple, aux polymères utilisés classiquement comme le PLA dans l'impression 3D de fil fondu, par exemple. Donc, on s'est comparé en termes de propriétés mécaniques, etc. Donc, c'est très prometteur, mais on rencontre voilà, quelques problèmes au moment du séchage, puisqu'il faut éliminer de l'eau qui vient créer des contraintes dans notre objet. Donc, on a des déformations qui s'opèrent. Donc, on travaille sur ces problématiques-là pour obtenir des objets le plus fidèles possible au fichier numérique, à l'objet que l'on souhaite imprimer.
On a aussi des problématiques en lien avec tout ce qui est aussi le bioprinting. Donc, le bioprinting ou ce qu'on appelle bioink, c'est des encres qu'on va vouloir imprimer en 3D pour, en gros, servir soit de milieu nutritif pour les cellules, soit cette encre va directement contenir des cellules pour pouvoir construire des structures, des scaffolds, on appelle ça, une sorte d'échafaudage qui vont permettre à des cellules de croître et de suivre des designs très, très particuliers. Donc, il y a tout un secteur très développé aussi sur ce domaine-là. Et donc, les matériaux cellulosiques sont intéressants puisque certains sont biocompatibles et ont une place à prendre dans ce domaine-là. Le dernier slide vous montre plutôt les enjeux aussi pour aller vers l'impression sur objet en 3 dimensions. Donc là, vous voyez un robot 6-axes et donc là aussi, on peut implémenter des matériaux cellulosiques pour essayer de construire, on va dire, en un seul tenant, un matériau structurel, un matériau fonctionnel et obtenir un objet intelligent par ce biais-là. Je vais maintenant repasser la parole à Anne pour conclure. Merci Aurore. Donc oui, juste pour faire une dernière diapo de conclusion, on a souhaité remontrer à quel point formuler une encre fonctionnelle et faire de l'impression fonctionnelle, ça nécessite en fait une grande pluridisciplinarité. On a vu qu'on touche les supports, on touche les procédés, on touche toutes les propriétés des liquides complexes. Et donc tout ceci explique pourquoi il est extrêmement important que les laboratoires travaillent entre eux et c'est une des raisons pour lesquelles c'est très riche pour le LGP2 d'être dans une structure comme Polynath, puisque effectivement on peut trouver parmi les partenaires Polynath une complémentarité, notamment dans ce domaine de sujet. J'espère que notre webinaire a été intéressant pour vous et nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Et vous voyez apparaître ici nos mails si jamais vous avez des questions, si vous n'avez pas le temps de les poser maintenant. Merci. Merci.